Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de C'est l'invité. Aujourd'hui, nous recevons le photographe Jean-Daniel Guillou qui revient d'une semaine en Turquie où il a accompagné l'ONG Première Urgence Internationale. C'est une ONG de pompiers et sauveteurs. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Vous êtes rentré jeudi, on a appris dimanche, donc hier, que la Turquie arrêtait les recherches dans les décombres du séisme. Quel est votre état d'esprit après cette semaine passée en Turquie au milieu des décombres? C'est toujours un moment très, très difficile et assez compliqué justement, parce qu'on a été complètement dans l'action avec les pompiers, avec les sauveteurs. Et voilà, il faut un petit moment de retrait, d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc il y a eu des moments vraiment très, très forts, très importants. Et aussi des déceptions, des frustrations. Mais voilà, au bout du compte, on a réussi à faire notre mission comme on a pu, mais avec vraiment une volonté. Racontez-nous justement quelles sont les circonstances de cette mission, avec qui vous êtes parti, comment ça se passe? En fait, je suis parti avec les PUI, donc les pompiers de l'urgence internationale. Tout de suite, on a un numéro de téléphone directement de l'OMS qui nous indique qu'il y a un séisme. Donc tout de suite, dans les minutes après le séisme, on est sollicité. Donc on nous donne nos dispositions et là, l'organisation PUI met en place des moyens de secours avec une logistique, avec des moyens humains, bien évidemment. Et voilà, on fait un rassemblement et généralement 24 heures après, même un peu avant si on peut, on est sur le départ. Vous étiez une équipe de combien à partir? Nous étions 36 pompiers. D'accord. Dans quelle région précisément de la Turquie? On était à côté de Gaziantep, un peu plus au sud, vers la Syrie. Ça s'appelle Maraş. D'accord. Vous expliquiez dans le journal samedi que ce séisme vous a peut-être encore plus marqué, voire hanté que les autres par les dégâts qu'il a produits. En quoi, pour vous, il est peut-être le pire de tous ceux que vous avez fait au cours de votre carrière? Ah non, mais c'est clairement, certainement la catastrophe que j'ai vécue le plus difficilement possible. Enfin, vu l'ampleur, il y a eu le tsunami en fin 2004 qui était vraiment gigantesque, mais vraiment à Maraş a été aussi quelque chose de très très fort. Dès qu'on arrive sur place, on voit l'ampleur, on voit ces bâtiments de 10 étages réduits à quelques mètres. Un appartement ne fait plus que 20 cm, vu les strates, c'est incroyable. Vous aviez vu ça, foule. vous avez vu ça ailleurs je parle des constructions, ces constructions qui tombent comme des châteaux de cartes, parce que c'est une énorme polémique en Turquie actuellement sur la qualité des constructions. Est-ce que à l'œil nu, on se rend compte tout de suite qu'il y a un souci avec ça? Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'avais pu le voir sur l'île de Java, mais les constructions étaient complètement différentes. C'est plutôt des bâtiments en bois, donc il n'y a pas cette ampleur-là. Mais là, en ville, c'est gigantesque. Vous me disiez avant le début de l'émission que ce qui est marquant aussi, c'est les différences de son entre le bruit et puis d'un coup le silence. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ça? Il y a vraiment énormément de bruit, de pelleteuses, de marteaux-piqueurs, de sirènes dans toute la ville. Il y a un brouhaha constant. Et arrivé à un moment donné, quand un sauveteur, un pompier détecte une vie, on demande le silence. Et là, la ville, elle s'éteint complètement. Il y a les personnes qui lèvent les yeux au ciel, se tiennent les mains, et on dirait qu'il n'y a plus de vie, quoi, en fait. Il y a un grand silence. C'est vraiment impressionnant. Vous êtes photographe, donc on va évidemment présenter des images de votre expérience là-bas. On va commencer d'abord par une vidéo qu'on va lancer. Vous allez nous expliquer ce qui se passe et quel est le contexte. Ah oui, ça c'est un moment très fort, on ne s'y attendait pas du tout. Ces PUI, justement, c'est à notre retour en France. Les autorités turques nous avaient fait une surprise et il y avait l'ambassadeur et le consul de France et les autorités turques qui sont venus à notre rencontre et nous féliciter pour ce qu'on avait accompli. Et j'ai vu aussi la foule qui applaudissait et certaines personnes pleuraient. C'était très, très, très émouvant. On a sélectionné avec vous plusieurs images que vous avez ramenées. Je crois que vous avez fait à peu près 2000 photos. Hein. Oui, c'est ça. Pas tout à fait, mais pas loin. Tout à fait. Bon, après, il y a un gros travail d'editing, vous en doutez.
Donc on va montrer quelques images et je pense que le plus simple c'est que vous nous expliquiez. Donc d'abord celle-là, quel est le contexte? On est avec qui là? Là, on va dire que c'est un des responsables de l'équipe qui donne ses consignes aux pompiers. Et là, d'ailleurs, c'est un pompier plutôt turc, hein, donc qui essaye d'expliquer un petit peu comment nous allons intervenir. C'est vraiment le tout début, ça. Oui, c'est au tout début. Là, on descend du bus. Et là, on constate pleinement l'ampleur des dégâts, quoi. Voilà, donc très vite, il faut se mettre en place, quoi. C'est eux, c'est les Turcs qui disent vous allez à tel endroit. Oui, il y a une unité internationale, hein, qui régit tout ça par secteur. Donc PUI, enfin, il y a un secteur dédié pour PUI et sur d'autres ONG, ils ont un secteur bien défini. Donc nous, on avait un secteur, il fallait couvrir ce secteur-là. On va en prendre une autre photo, quelques minutes ou quelques heures après. Alors là, oui, ça c'est le camp de base. Et là, c'était vraiment, ça a été très là, difficile. c'est votre camp avec les pompiers, Ouais. c'est là que vous logiez. Oui, tout à fait. Et donc là, on s'aperçoit que le temps, il faisait -12, on a dormi quelques jours à une température de -10, -12. C'était des conditions très, très difficiles. Et petit à petit, on s'est adapté, on a pu avoir un peu plus chaud dans les tentes, mais c'était pas des tentes adaptées, quoi. Enfin, normalement, il y avait les Béliarusses qui étaient là, et les Russes étaient pas très loin de nous, ils avaient un équipement beaucoup plus adapté, on va dire, aux conditions rudes. Nous, on est partis un petit peu... des conditions un peu légères, on va dire, au niveau de l'hébergement. Mais très vite, on s'est adapté et puis on fait corps avec l'équipe et on y va, quoi. Donc une autre image là. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Ça remonte encore plein d'émotions, cette image, en fait. Oui, c'est une période, enfin, c'est un moment très difficile pour toute l'équipe parce qu'en fait, cette femme-là qu'on va mettre dans le sac mortuaire était il y a quelques heures vivante encore et malheureusement, ils n'ont pas pu la sauver. Et en fait, ils ont réussi à la sortir, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et son père était aussi avec elle, mais derrière un mur. Et la nuit d'avant, il avait pu appeler comme quoi sa fille allait pas très bien. Et le père n'a pas été sauvé non plus, quoi. Et on le voit dans le reportage 13h15. Et il y a la famille qui est autour, très proche. Il y a la famille qui est très proche. Il y a son fils, enfin le frère de cette femme-là qui est docteur en plus, qui est infirmière. On voit une photo d'ailleurs de son frère qui montre la photo de sa sœur. Et il est complètement désespéré parce qu'il veut à tout prix sauver son père et malheureusement on peut pas aller le chercher, quoi. C'est des conditions trop difficiles et trop compliquées. Il y a des répliques et ça mettrait en danger la vie de 3-4 sapeurs-pompiers. Peut-être une autre photo. Là, c'est ce que vous... Ah oui, ça c'est ce moment-là où on doit faire le silence et la ville s'éteint. Il n'y a plus aucun bruit à part quelques sirènes dans le fond de la ville parce que les ambulances tournent autour de la ville. Mais c'est tout, il y a le silence le plus complet. Et on voit la tension et l'émotion des gens. Ce qui paraît assez fou aussi, c'est que les familles sont très proches des zones de recherche. On les voit derrière les rues balises à attendre. Elles attendent jour et nuit, constamment, 24 heures sur 24. Elles se relaient, elles sont toujours présentes, tout le temps présentes. Donc voilà, c'est aussi compliqué justement à gérer ces moments-là parce que on se doit, les pompiers sont là pour sauver des vies, mais bien évidemment, en faisant ces recherches-là, on découvre aussi des cadavres. Donc les familles attendent aussi de recevoir leurs morts. Donc tout ça, petit à petit, ça se met en place gentiment. Enfin gentiment, je m'entends, mais voilà, il y a un respect, une bienveillance auprès de ces personnes. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à un miracle? Est-ce qu'on a pu retirer des vivants pendant cette... Oui, il y a eu deux personnes de sauvées, on va dire. Et ça, c'est vraiment le bonheur, une récompense pour les pompiers, parce qu'en fait, ils sont là pour sauver des vies, quoi. Les pompiers, c'est des passeurs d'émotions, quoi. Et quelque part, quand ils sortent une victime, on sent chez eux une libération et une force assez incroyable. Vous expliquez aussi le rôle très important des chiens. Je crois qu'il y avait 3 chiens. Avec 3 chiens, oui. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un peu plus à quel point c'est important, comment ils travaillent, quel chemin ils arrivent à... Le travail
commence toujours un peu pareil, c'est les chiens qui donnent le tempo, quoi, en fait. Donc il lance un premier chien, et très vite, le chien, il va détecter une présence, une victime vivante. Et ça, c'est hyper important. Le chien ne détecte les personnes... Enfin, il est formé pour détecter les victimes vivantes. Mais il y a une autre difficulté dans ce contexte-là de séisme. C'est des bâtiments qui font une dizaine d'étages. Le chien va repérer une odeur sur un point donné. Mais les pompiers ont été confrontés à un problème, c'est que les effluves, justement, d'un bâtiment effondré, sous ces dalles de béton, peut être détecté sur un autre endroit, étant donné qu'il peut y avoir un courant d'air. Donc des fois, des recherches ont été effectuées pendant 6 heures, 7 heures à un endroit donné où le chien avait marqué. Mais en fait, les flux s'étaient déplacés en fait, par des courants d'air, et la victime était peut-être à 10 mètres. C'est très frustrant. J'imagine qu'on avance très lentement dans ce... C'est des heures et des heures et des heures de labeur. Et toujours cette volonté des pompiers à vouloir sortir des victimes, c'est ça que j'essaye de mettre en avant, quoi. Peut-être montrer sur une autre image. Oui, bah justement, voilà, ça c'est le fils dont il venait de perdre sa sœur, on a vu la photo tout à l'heure. Et là, Laurent, le pompier, le responsable de l'équipe, lui dit que son papa, il ne pourra pas aller le chercher, quoi. Donc ouais, il apprend le moment que tout à fait. sa sœur, comme son père, prend pas l'autre. Lui, il a pu se dégager du séisme, parce qu'il était aussi dans le bâtiment. Il a pu sauver une de ses sœurs. Malheureusement, sa deuxième sœur est restée, comme on a dit, et son papa. Mais lui, il a pu s'en sortir. Est-ce qu'il y a justement vous êtes resté quand même une semaine, des images ou des personnes qui, pour vous, résument votre voyage et qui presque peut-être qui vous hantent encore, parce que c'est ce moment-là, avec l'émotion, comme vous disiez aussi, la fatigue, le froid. Moi, c'est un ensemble de choses. Moi, ce que je revois, surtout, après cette catastrophe, c'est les visages de ces familles qui attendent. Ce regard, ces yeux qui ne trompent pas, cet espoir que leurs proches reviennent. C'est ça ça me hante pas, mais ça me laisse vraiment une émotion très forte. C'est des questions aussi que les lecteurs et les téléspectateurs de Charente Libre doivent se poser. Est-ce qu'on peut rester que photographe pendant une semaine? C'est-à-dire, est-ce qu'on reste derrière son objectif, ou il y a un moment où on va donner aussi un coup de main parce que soit il y a besoin, ou parce que c'est trop fort, enfin... Bien sûr. Alors, de mon côté, oui, c'est vrai que je m'implique des fois. Je baisse l'appareil photo. Alors, c'est compliqué de baisser l'appareil photo parce que là, on se prend plein la gueule, quoi. Par les pompiers, non, par l'émotion, par ce qu'on découvre. Il y a une forme de protection quand on fait une vidéo ou quand on photographie, on est derrière l'écran. Mais quand on baisse l'appareil photo, c'est là on s'en prend vraiment plein la gueule. Et bien évidemment, souvent, je peux aussi donner un coup de main, soit à brancarder s'il faut, ou passer un outil. Je fais partie de l'équipe, quoi. Je suis intégré à PUI. Aujourd'hui, oui, je fais partie intégralement de l'ONG PUI. Il y a des moments d'émotion plus forts que les autres. Est-ce que c'est le retour au camp de base? Parce que quand on est dans l'action, il n'y a peut-être pas le temps d'être presque ému. Est-ce que vous disiez dans l'article ce week-end que vous avez beaucoup pleuré? À quel moment on craque, on lâche tout? On craque généralement quand nous sommes en petit comité, dans le bus par exemple. Mais très vite, il y a une équipe. Il y a le personnel médical qui est là. Il y a Charlotte qu'on voit dans le reportage, qui est toujours bienveillante, qui demande comment on va. Et puis on fait toujours un petit débrief malgré tout, quoi. Et puis l'essentiel, c'est qu'il y a eu 2 vies sauvées. Donc on se raccroche à tout ça, quoi. Mais il y a beaucoup de frustration parce qu'on sait qu'on laisse des personnes vivantes malgré tout, mais on n'a plus les moyens. Qu'est-ce que vous pensez que les familles qui sont peut-être encore dans l'espoir, ou au moins dans l'attente de récupérer des corps, vont être encore là en Turquie, alors que ça fait 15 jours que la Turquie a décidé d'arrêter les recherches, à attendre quelque chose? Vous imaginez qu'ils sont peut-être encore autour des décombres? Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que je viens d'apprendre qu'ils arrêtaient les recherches. Je reste persuadé qu'il reste encore quelques victimes. Il y aura quelques miraculés, bien évidemment, mais les familles, oui, sont toujours en attente. C'est compliqué. Dernière question, après cette expérience, qu'allez-vous faire de toutes ces photos? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours, des
des expos peut-être? Bien sûr, alors oui, ce travail-là, je photographie aussi pour montrer. Donc tout ça va être... en tout cas, je vais essayer de faire quelques expositions, tout à fait, dans la région ou peut-être ailleurs aussi, si on veut bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu parler de ce moment si délicat. Merci à de vous. m'avoir reçu. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.